Hey, bonjour à tous, ici le Sonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dragon. On a souvent été amené à parler de sa prime, de ses réels pouvoirs, ou encore de son niveau de puissance, mais on n'a jamais réellement parlé de son futur par rapport à ses combats. En effet, comme vous le savez tous, One Piece est un shonen neketsu, et comme tout manga de ce type, les combats ça prend une énorme place dans l'histoire. Ça prend une énorme place, et ce pour plusieurs raisons. En effet, les combats permettent de faire évoluer physiquement, psychologiquement et mentalement, ça permet d'atteindre un but, et ça permet entre autres de battre des ennemis qui barrent la route ou autre. Dans One Piece, la très grande majorité des conflits se règlent par les combats, et ça c'est factuellement vrai. Le roi des pirates a sauvé le monde via un combat. Ace s'est fait capturer via un combat. Shiki s'est fait enfermer via un combat. Les Mugiwara ont sauvé Robin via des combats. Bref, les combats c'est réellement au centre de l'histoire. Aujourd'hui on va donc parler du et des prochains combats de Monkey D. Dragon, mais pas que. Parce qu'on va également un peu faire le tour de ce grand bonhomme qui est l'homme le plus recherché au monde. Garp a le plus grand palmarès pour un marine et son fils est l'homme le plus recherché au monde. Sans oublier que Luffy deviendra le prochain roi des pirates. Si ça c'est pas une famille de gros tarés, je ne sais pas ce que c'est. On n'oublie pas le pouce bleu pour le soutien. 10% dans mon Monkey D Store, validé par Luffy avec le code Luffy justement, et c'est parti pour la puissance. Dragon est le père du futur des pirates, donc il est forcément très puissant et il doit avoir au moins un gros combat. C'est pareil dans beaucoup de gros shonen comme par exemple Naruto. En effet, son père Minato s'est avéré être très important, très puissant et il a mené de gros combats. Que ce soit sa victoire sur 10 000 shinobi en mettant un terme à un conflit mondial ou son combat contre l'homme masqué. Je pense que tout le monde a compris et d'ailleurs ma chaîne Naruto Ryu Sensei TV est en description. Comme je l'ai clairement expliqué dans ma vidéo sur le fruit démoniaque de l'eau, pour vous j'ai trouvé en exclu mondial le schéma final des puissances du monde. En effet, là où Big Mom représente les Paramecia, Kaido les Zoan et Shanks le Haki, Dragon et les révolutionnaires représentent les Logia. Son numéro 2 a récupéré le fruit du feu qui est l'un des 4 grands éléments du monde avec l'eau, la terre et l'air. Dragon est un homme qui est très lié à l'un des 3 éléments et bien évidemment, vous savez duquel est-ce qu'il s'agit. L'air. Très rapidement, la différence entre l'air et le vent, c'est que l'air est un mélange de gaz alors que le vent est un mélange de gaz qui possède une vitesse. Du coup, on peut soit avoir seulement le fruit de l'air, soit seulement le fruit du vent, ou alors les deux. Dans tous les cas, ce n'est pas le plus important. Dans quasiment chacune des apparitions de Dragon, il est lié au vent. Lorsqu'il est arrivé sur Locktown, il y avait du vent très rapidement, et la marine était balayée par le vent. Smoker a également été balayé par le vent, et l'équipage de Luffy a été poussé par le vent vers le Merry. On voit bien que quelqu'un avec une volonté propre a choisi les destinations. Donc son numéro 2 a les pouvoirs du feu, et lui a priori les pouvoirs de l'air. L'air ou le vent. C'est comme vous voulez. C'est simple, il manque 2 grands éléments et je suis prêt à parier qu'ils sont liés de près ou de loin aux révolutionnaires. Ce qui confirmera définitivement que les révolutionnaires représentent bel et bien cette puissance du monde. Les révolutionnaires, c'est à peu près l'équivalent d'un équipage d'empereur, et à la tête, il y a Dragon, qui a la puissance d'un empereur. Maintenant, bien évidemment, on connaît les pouvoirs d'Ivankov et des commandants de pôle des Révos, donc certains se disent, comment se fait-il que ces Révos n'aient pas de Logia? Eh bien, la réponse est simple, et on la connaît depuis longtemps. Les Logia sont les fruits démoniaques les plus rares, avec les fruits mythiques. Avoir 10 Logia dans une seule organisation, c'est vraiment beaucoup trop. Crocodile, qui est un grand antagoniste, en a un, Ener, qui est un grand antagoniste, en a un, et la marine tout entière n'en avait que 3. Je pense que tout le monde a compris. Alors certes, il y a Caribou, mais Caribou peut être considéré comme étant l'exception qui confirme la règle. Et encore, ses pouvoirs ont été très importants pour le scénario. La première raison est donc la rareté des fruits, et la seconde raison est l'énorme potentiel des Logia. En fait, ça rendrait les révolutionnaires un peu trop puissants. Pour déterminer le gros combat final de Dragon ou ses prochains combats, il faut s'intéresser au personnage par rapport à ses ambitions. Dragon vise à faire une révolution mondiale parce qu'il vise à faire tomber le GM qui est à la botte des dragons célestes. En fait, l'ambition est très compliquée à réaliser pour Dragon. En effet, on parle de renverser une institution mondiale qui est présente et installée depuis des centaines d'années. Là, on ne parle pas d'un groupe ou d'un équipage, mais de quelque chose qui est affilié à plein de royaumes aux 4 coins du monde. Quand on s'intéresse de plus près à Kainu, on remarque qu'il a une certaine obsession pour un certain Dragon. En effet, durant l'arc Marineford, il n'a fait que répéter que Luffy était le fils de Dragon. Luffy a un prénom que tout le monde connaît sur le champ de bataille, et pourtant, il
n'a fait que dire qu'il était le fils de Dragon. Forcément, cela cache quelque chose de plus ou moins gros, d'autant plus qu'il l'a répété pas moins de 8 fois durant la bataille. En fait, il extériorise une partie de sa haine et de sa colère apparente pour Dragon. C'est comme Don Chinjao durant le Colisée, parce qu'il ne faisait que dire que Luffy était le petit-fils de Garp. Cela ne vous aura pas échappé, Don Chinjao a un lourd passif avec Garp qui lui avait déformé le crâne. En fait, en le déformant, il a brisé son rêve et sa vie. Donc, Akainu déteste Dragon parce qu'il ne fait que parler de lui. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de Marineford, il ne voulait rien entendre parce qu'il voulait surtout attraper le fils de Dragon. Cette obsession révèle alors un lourd passif entre Akainu et Dragon. Maintenant, quant à la nature même du passif, nous pouvons par exemple imaginer qu'à l'époque, Dragon affrontait Akainu et qu'à l'époque, Akainu a perdu. Ça ne m'étonnerait pas parce que dans l'œuvre, certains gros personnages ont eu des défaites, sans que cela ne remette en question leurs immenses puissances. Rox Zebek a perdu contre Goldie Roger, Barbe Noire s'est fait humilier par Magellan et Kaido a eu 7 défaites. Un combat Dragon contre Akainu pourrait être très intéressant pour un aspect très particulier. On aurait un très gros combat de Logia à très haut niveau. Quand on a vu Barbe Noire contre Ace, qui est un gros combat de Logia pré-ellipse, eh bien le combat était puissant, intéressant, mais il y avait un problème. Le combat s'est justement déroulé pré-ellipse. En fait, durant l'ellipse, l'auteur Monsieur Eiichiro Oda en a profité pour faire une grosse mise à jour des niveaux de puissance. Donc désormais les personnages sont beaucoup plus puissants et c'est normal. Reprenons l'exemple de Naruto, dans la seconde partie, la puissance globale a explosé. La puissance globale a explosé et au niveau individuel, c'est pareil. Donc si on a un gros combat de Logia, il y aura une énorme différence. Et d'ailleurs, on nous l'a carrément raconté avec Akainu contre Aokiji. Ils ont carrément changé tout le climat de Punk Hazard. Cet exemple est factuel et ça illustre parfaitement mes propos. La seconde différence qu'il y a avec le combat Barbe Noire contre Ace, c'est les éveils. En effet, Akainu va éveiller son Logia si ce n'est pas déjà fait et Dragon a déjà éveillé son Logia. Si bien sûr, il a un Logia. Bien évidemment. Maintenant les problèmes c'est les rapports de force. En effet, Dragon a le niveau d'empereur alors qu'Akainu ne l'a pas. Je l'ai clairement prouvé et expliqué de A à Z dans une vidéo Yonko contre Amiro. Factuellement, les amiraux ne peuvent pas avoir le niveau d'empereur. Je le dis et je le répète, c'est tout bonnement impossible. Et encore une fois, il ne faut pas prendre Barbe Blanche contre Akainu en exemple. Barbe Blanche était très affaiblie et tout le monde n'a fait que le répéter. Et même Marco l'a reconnu. Même Marco. Marco qui le connaît depuis très longtemps. Très longtemps. Et ensuite, Akainu n'a réussi à le toucher qu'après la crise de cœur de Barbe Blanche. Forcément, quand le mec n'a quasiment pas de haki et qu'il se prend des crises de cœur, sans oublier la trahison de Squardo et tous les coups qu'il s'est pris par la marine, c'est vraiment facile de le toucher. Vraiment facile. Et puis comme je le dis souvent, un empereur vieux, affaibli, avec quasiment aucun ki, qui s'est fait trahir et qui fait des crises de cœur, ok. Mais un empereur en pleine forme qui te provoque et qui arrête un de tes coups devant tout le monde, pas ok. Donc d'un côté on a Dragon qui représente un empereur et de l'autre côté Akainu qui représente un amiral. Parce qu'un amiral en chef a le niveau d'amiral. N'est-ce pas Sengoku? Un empereur est supérieur à un amiral et même si un amiral peut combattre et battre un empereur, il a beaucoup moins de chances de gagner. Tout simplement. On semble donc être dans une impasse, mais je pense avoir la solution. Dragon ne va pas combattre qu'un amiral, mais bel et bien 2 au minimum. Je sais que pour certains c'est n'importe quoi, mais attendez, je vais vous expliquer. En fait, pour certains personnages, les gros combats doivent être en 1 contre 1 par rapport à leur but. Par exemple, Luffy veut devenir le roi des pirates, qui est un titre individuel, donc il doit gagner en 1 contre 1. Autre exemple, Zoro veut devenir le meilleur épéiste au monde, qui est un titre individuel, donc il doit gagner en 1 contre 1. Par contre, pour beaucoup d'autres, ce n'est aucunement une obligation. C'est simple, Dragon va très certainement combattre à plusieurs contre 1. Attendez, je n'ai pas terminé, parce que je vais faire ce que j'aime beaucoup faire, et présenter un exemple parfait qui fait office de preuve parfaite et irréfutable. Shiki représente un empereur, parce qu'il contrôlait les mers avec Roger et Newgate, et parce qu'il était le rival de Roger dans la piraterie. Laissez-moi maintenant vous poser une question simple. Quand il est parti à Marineford, que s'est-il passé? Exactement, il a combattu l'équivalent de 2 amiraux, Garp et Sengoku. Et encore, pour beaucoup de monde, Garp est carrément de niveau empereur. Voilà donc l'exemple parfait.
Shiki, le lion d'or. Remplacez Shiki par Dragon et vous verrez que mon explication colle parfaitement. Tout simplement. Oui c'est carré, oui c'est logique, oui c'est puissant, oui c'est Loro Jackson. Garp et Sengoku avaient certes des chances de gagner individuellement, même si les chances étaient assez minces, mais individuellement, ils étaient plus faibles que lui. Voilà pourquoi ils s'y sont mis à deux. Un empereur est supérieur à un amiral. Et d'ailleurs, la moitié de Marineford a été détruite. La moitié. Pour battre Don Shinjao, Garp a dû s'entraîner et il a préféré s'entraîner pour gagner seul plutôt que de le combattre avec Sengoku. Là contre Shiki, il a mis sa fierté de côté et a combattu avec Sengoku. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi? La réponse est simple, parce qu'un niveau empereur est plus puissant qu'un niveau amiral. Oui. Et pour finir, je vais rappeler le schéma parfait que j'ai trouvé pour vous. Ce schéma a été fait par l'auteur Monsieur Eiichiro Oda pour un équipage d'empereurs contre un équipage d'empereurs ou équivalent comme la marine. Les 6 principaux vice-amiraux contre les 6 vice-commandants de l'équipage d'empereurs. Les 3 amiraux contre les 3 commandants et enfin l'empereur ou l'équivalent contre l'amiral en chef plus le héros de la marine. Si Barbe Blanche avait été en pleine forme et si Ace n'avait pas été capturé, en bataille contre la marine, ces vice-commandants combattent les vice-amiraux, ces 3 commandants combattent les 3 amiraux et lui combat l'amiral en chef plus Garp. Tout comme Shiki l'avait fait. Tout simplement. Pour finir, je vous rappellerai une autre de mes découvertes. Les commandants de Barbe Blanche n'ont pas combattu les bons amiraux. Marco aurait dû combattre Akainu parce que le magma ne consume pas ses flammes bleues. Jose aurait dû combattre Kizaru parce que la lumière ne transperce pas le diamant et se reflète dessus. Ace aurait dû combattre Aokiji parce que les fruits s'annulent et que le combat se serait passé sans fruits. Et enfin, Barbe Blanche aurait dû combattre Garp et Sengoku tout comme Shiki l'avait fait, mais malheureusement, il était vieux, affaibli et n'avait quasiment pas de haki. Merci à tous. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.